Majesté, chers invités, chers collègues, nous commençons maintenant la séance de clôture avec le discours résumant les propos de cet après-midi, les différents workshops extrêmement intéressants que nous avons eus et avec de très nombreuses questions, avec les professeurs Mirko Petrovic et Eric Constant qui vont vous faire de passionnants résumés de ce qui s'est passé cet après-midi. Nous remercions vraiment chaleureusement au nom des deux académies de médecine, les membres du groupe de travail des deux académies et toutes les personnes qui ont participé à ces workshops pour leur donner toute la pertinence et l'importance qu'ils avaient. Chers collègues, vous avez la parole. Majesté, chers collègues, mesdames et messieurs, en préambule à nos conclusions, nous tenons également à remercier tous les orateurs pour leurs précieux apports théoriques, mais également vous tous pour votre interactivité et certainement la qualité de vos précieux apports. Et nous espérons vraiment qu'au sein de nos académies, nous pourrons faire vivre ces apports dans les semaines, les mois et les années qui viennent, afin que ça ne reste pas un catalogue de bonnes intentions, mais que ça puisse vraiment déboucher sur des actions concrètes au bénéfice de ceux qui ont été au centre de nos préoccupations tout au long de ce symposium. J'ai cité nos aînés. Alors, le résumé du premier workshop s'intéressait à la réforme de la santé pour une population vieillissante. Plusieurs points ont été soulevés dans les discussions. Le premier, c'était certainement l'importance du système financier, voire de l'adapter pour améliorer les soins. Ainsi, on a par exemple montré l'importance peut-être d'adapter le financement à l'acte des psychologues de première ligne où certains patients restent hors soins. Il y a la question aussi du self-management. Et quand on parle de self-management, de quoi parle-t-on vraiment? Il y a des patients à qui on demande de donner leur avis peut-être, mais comment faire quand le patient ne peut plus donner son avis? C'est une vraie problématique lorsqu'il n'est pas capable de le faire. Une troisième réflexion venait quand le patient ne veut plus vivre, n'en veut plus, mais ne veut pas se suicider, ne veut pas d'euthanasie. Et donc ça montre toute l'importance des discussions qu'il peut y avoir entre le soignant et le patient sur les soins, c'est quoi, ça commence où, ça se termine où les soins, et aussi toute l'importance de la déclaration des soins anticipés dont nous avons déjà parlé ce matin. Un quatrième point tourne autour de la communication, et je pense que c'est vraiment un leitmotiv dans les différents groupes de travail de cet après-midi, la communication. Alors bien sûr, la communication entre le patient et les soignants, mais ça veut aussi dire la communication entre les médecins, par exemple. Que faire quand un interniste, un gériatre ne connaît pas le patient prescrit par le psychiatre, par exemple? Donc ça, ce sont des problématiques bien réelles auxquelles il faut discuter et certainement améliorer les choses. Et enfin, certainement, c'est le pouvoir politique qui doit pouvoir nous donner un modèle pour implémenter les soins intégrés, et on attend beaucoup également du pouvoir politique à cet égard. Le deuxième workshop, de mettre les personnes âgées au centre du projet, voici ce qu'on pouvait en dire. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que lorsque nous parlons de soins centrés sur les personnes âgées, il ne faut jamais négliger l'importance du cadre légal. En effet, la personne de confiance ou la personne référente joue un rôle crucial dans la prise de décision en collaboration avec le patient. Il est donc indispensable de veiller à ce que ces décisions soient prises dans le respect des lois et des droits du patient. Nous avons également beaucoup insisté sur la formation des professionnels de santé. La communication, une fois de plus, est un élément clé, mais elle doit être complétée par une éducation à la différence culturelle. Dans un monde de plus en plus diversifié, il est important que les soignants soient ouverts à l'autre, qu'ils soient capables de s'adapter aux cultures des patients et qu'ils comprennent l'histoire personnelle de chaque individu.
Une approche holistique des soins permet non seulement de traiter la maladie, mais aussi de comprendre la personne dans sa globalité. Et cette capacité de s'adapter culturellement doit fonctionner dans les deux sens. Il est tout aussi important que les patients, et notamment les personnes âgées, puissent s'adapter culturellement à l'environnement de soins. Et cela passe par une responsabilisation des individus sur leurs propres actions en matière de prévention à la santé. Un autre point important qui a été abordé est celui de la littératie digitale, que nous avions également mentionné ce matin. Nous avons discuté des défis que représente l'utilisation des outils numériques pour les personnes âgées et la nécessité de s'adapter à ces outils et à leurs besoins. Faut-il restreindre l'accès à certains outils comme les banques en ligne, tout en offrant des options plus adaptées comme la musique ou les photos par exemple? La flexibilité des plateformes digitales est cruciale pour maintenir l'engagement des personnes âgées dans un monde de plus en plus connecté. Et enfin, une réflexion plus large est apparue durant nos discussions. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les personnes âgées, nous avons envisagé l'idée d'une médecine personnalisée tout au long de la vie. Si l'objectif est de personnaliser les soins, il est logique que cette personnalisation évolue avec l'âge de la personne. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement de mettre les personnes âgées au centre des projets, mais de mettre l'individu au centre de son parcours de soins tout au long de sa vie. Majesteit, geachte collega's, geacht publiek. Ik heb het genoegen om jullie de samenvatting van de workshop rond ouder worden in onze samenleving naar een nieuw perspectief kort toe te lichten. De workshop heeft het belang van framing, van de perceptie, verkeerde perceptie van ouder worden onderstreept. Onze samenleving bekijkt ouder worden vaak door een lens van achteruitgang en last, wat de realiteit van het ouder worden te simplistisch en verkeerd weergeeft. Vandaar is ook belangrijk dat we naast framing, naast frames ook zogenaamde counterframes hebben, dat we op een positieve manier ouder worden in de maatschappijen benaderen. Dr. Kluge heeft van de morgen gesproken over veranderde paradigma, waarbij ouderen een belangrijke rol in de maatschappijen zouden moeten opnemen, waarbij ze ook op een positieve manier door de samenleving moeten gepercipieerd worden. En dat is ook in deze workshop ter sprake gekomen en als belangrijk beschouwd geworden. Het is belangrijk dat deze counterframes, dat deze positieve benadering van ouder worden ook in de juiste constellatie gebeurt. En waarbij intergenerationele contacten een zeer belangrijke rol spelen. Omdat leeftijdsdiscriminatie is en blijft een grote belemmering voor het welzijn van ouderen, wat tot discriminatie op gebied van werk, gezondheidszorg en sociale interacties kan leiden. Des te meer is het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie belangrijk en vereist dat zowel externe vooroordelen als negatieve overtuigingen over ouder worden aangepakt. Dus intergenerationele programma's zijn en zouden moeten zijn een krachtig middel om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden door verbindingen te bevorderen tussen jongere en oudere generaties kunnen we de kloof in begrip overbruggen en stereotypen verminderen en wederzijds respect stimuleren. Programma's die mentoring, waardigheden delen en verhalen vertellen, bevorderen, expertise delen,
bevorderen. Ze zijn niet alleen gunstig voor individuen, maar verstrekken ook de gemeenschappen als geheel. Belangrijk is ook, wat de workshop benaderde, dat de grootouders hierbij een grote en positieve rol kunnen spelen met het overbrengen van hun ervaring, levensverhalen, expertise, inspiratie naar jongere en jongere generaties. Dank u wel. Le quatrième atelier concernait les services spécialisés en santé mentale. Plusieurs orateurs ont brillamment illustré un programme en 10 points qui a été proposé, et ce programme a été vraiment avalisé par l'entièreté des personnes présentes dans ces ateliers. Reprenons peut-être rapidement ces 10 points. Le premier, c'est stimuler la recherche épidémiologique pour étudier la prévalence et les besoins non satisfaits des personnes âgées souffrant de problèmes de santé mentale en Belgique. Malgré les réformes, effectivement, il existe un besoin non satisfait élevé et un long retard de traitement. Et nos connaissances épidémiologiques sont encore insuffisantes en termes de bien-être mental positif. Le deuxième concernait l'organisation de campagnes de sensibilisation et de prévention des problèmes de santé mentale chez les personnes âgées. Le troisième, le développement de soins de santé mentale primaires en incluant des psychologues de première ligne ayant une expertise auprès des personnes âgées. Ce point a été longuement discuté. Quatrièmement, stimuler une formation spécifique sur les problèmes de santé mentale chez les personnes âgées pour les professionnels de la santé. Effectivement, il y a bien nécessité d'une formation spécialisée pour pouvoir offrir de bons soins. Et le parcours éducatif des professionnels de santé, en particulier dans les domaines comme les soins infirmiers, par exemple, est principalement axé sur l'enseignement des compétences pratiques et des procédures techniques. Cependant, il manque souvent un accent fort sur la dimension relationnelle d'humain à humain, y compris sur la manière de communiquer efficacement et de développer des relations thérapeutiques positives avec la personne qui reçoit des soins. Le cinquième point concernait le développement des équipes mobiles de soins en santé mentale pour les personnes âgées. Nous en avons besoin et dans chaque région. Développer des synergies également entre le niveau fédéral et régional est à ce niveau important. Le sixième point concernait le développement des réseaux de soins intégrés pour les personnes âgées, je n'y reviendrai pas. Le septième, construire des unités de soins intensifs pour les personnes âgées qui présentent de graves problèmes de comportement. Et ces unités doivent être spécifiquement adaptées aux personnes âgées, tant dans l'infrastructure que dans le personnel, et où, par exemple, gériatres, gérontopsychiatres travaillent la main dans la main. Le huitième point concernait la construction de ponts entre les hôpitaux généraux et psychiatriques, qui est encore à développer. Le neuvième, répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées dans les hôpitaux psychiatriques, comme la pharmacie clinique. Effectivement, la pharmacie clinique est une intervention rentable. Quand elle est appliquée, on remarque un nombre réduit de médicaments potentiellement inappropriés, une réduction des problèmes liés aux médicaments, une amélioration de l'observance au traitement et une déprescription efficace. Et enfin, le dixième point concernait la création de logements adaptés pour les personnes âgées ayant des besoins de soins psychiatriques et somatiques. Ten slotte de besluitvorming van de laatste workshop met betrekking tot optimalisatie van medicatiegebruik bij ouderen. Wij zijn vertrokken van, ik zou durven zeggen, duizelingwekkende cijfers met betrekking tot gebruik van psychofarmaca in België. Voor wat de eerste lijn betreft, benzodiazepines 18% in de institutionele woonzorgcentra, meer dan 50% op chronische basis, 52%, antidepressiva 12 à 35% in de eerste lijn, 46% in de setting van woonzorgcentra en antipsychotica 4 à 12% in de eerste lijn.
algemene populatie en 30% in de geïnstitutionele zorg. Dus zeker zorgwekkende cijfers en wij tijdens de workshop hebben een aantal suggesties geformuleerd voor het beleid, rekening houden met verschillende stakeholders die bij het proces van gebruik van medicatie en voorschrijven van medicatie betrokken zijn. Zo zijn we gestart met gebruikers van medicatie, patiënten, breed publiek, waarbij het belang van informatie, betrokkenheid, motivatie ten zeerste benadrukt is als belangrijk, met de bedoeling om gebruikers van medicatie, breed publiek, ook als partner in besluitvorming mee te betrekken. Verschillende concrete voorstellen werden geformuleerd om media maximaal te gebruiken, naar analogie bijvoorbeeld met campagne rond oordeelkundig gebruik van antibiotica. Het tweede echelon zijn uiteraard gezondheidswerkers, waarbij wij als workshop de nadruk willen leggen op het belang van interprofessionele opleiding, vorming, samenwerking, al vanaf de masteropleiding, geneeskunde, farmacie, verpleegkunde als specialistische opleiding. Dus interprofessionele samenwerking en beoordeling van kwaliteit van voorschrijven vinden wij essentieel. Er werd ook uiteraard het belang van evidence-based medicine benadrukt, het belang van de guidelines, richtlijnen voor gebruik van geneesmiddelenformularia, zowel in het ziekenhuis als in woonzorgcentra. Ook het belang van één centraal patiëntendossier, dat de communicatie tussen de verschillende zorgverleners betrokken bij dezelfde patiënt zouden moeten bevorderen, werd benadrukt. En ook met accent op continuïteit van de zorg en met speciale aandacht voor transitiemomenten, opname in het ziekenhuis, ontslag uit het ziekenhuis. Er werd ook een suggestie geformuleerd voor een zorgtraject, naar analogie met het bestaan van andere zorgtrajecten, dus zorgtraject, polyfarmacie, waarbij ook verschillende partners erbij betrokken kunnen worden. De rol van klinische apotheker wordt in verschillende aspecten en verschillende facetten benadrukt als iemand die expertise heeft, iemand die regelmatig medicatie-nazicht verricht, die adviseert, die ook informeert. Patiënt, medicatiegebruiker, maar ook de collega's. En tenslotte, voor wat de overheid betreft, meent de workshop dat een nationale strategie belangrijk is in het ontwikkelen van een gecoördineerd en door een centrale organisatie ontwikkeld en gelanceerd plan en aanpak om problematiek van onoordeelkundig voorschrijven bij ouderen aan te pakken. Ten slotte, daar hebben we niet zoveel tijd voor gehad, maar ik wil het toch vermelden. Dus het belang van onderzoek is essentieel, wetende dat bij deze kwetsbare groep op dit ogenblik weinig gegevens zijn in de literatuur. En daarom is samenwerking tussen onze universiteiten, onderling tussen onze universiteiten en buitenlandse universiteiten essentieel in het opbouwen van een database die we dan ook kunnen gebruiken voor de praktijk. Dank u wel. Ik zou de gelegenheid willen gebruiken om alle collega's van alle 5 werkgroepen van harte te danken voor hun inderdaad uitstekende samenwerking, gewaardeerde input. Uiteraard niet in het minst collega professor Constant, met wie wij dus als tandem vlekkeloos gewerkt hebben. En ik zou durven zeggen dat uw aanwezigheid, majesteit, dus grote meerwaarde is in het uitbrengen van deze boodschap naar de overheid. En wij hopen dat ons advies impact zal hebben op de overheid. Dank u wel daarvoor.